Et d'abord, je voudrais qu'on réagisse, pardon, mais ça réagit énormément sur les réseaux sociaux, sur cette photo qui a été prise. Que voit-on sur cette photo? Je vais la décrire pour les auditeurs d'Europe 1. Une photo d'un bâtiment sur lequel est écrit, vous avez raison, Jude. Alors, oui, moi je dis Jude, c'est de l'allemand, c'est encore plus cynique, Rachel Kahn. Oui. Regardez, c'est un tag antisémite découvert ce matin à Paris, avenue de la République, sur un cabinet médical, celui où travaille le docteur Snadger, qui est pédiatre. On va peut-être écouter ce qu'il a dit, puisqu'on l'a appelé pour savoir ce qui s'était passé, mais c'est écrit en caractère, pour les auditeurs d'Europe 1, il y a une devanture gigantesque, de la taille d'un rez-de-chaussée entier, c'est écrit sur... Ça fait 2 mètres de haut, voilà, me dit-on, ça fait 2 mètres de haut. Donc on a appelé ce pédiatre, écoutez-le, il compte porter plainte. En arrivant à mon cabinet ce matin, vers 8h30, j'ai constaté que la baie vitrée qui correspond à mon bureau a été taguée et qu'on pouvait lire Jude, J-U-D-E, ce qui pour moi veut dire automatiquement Jude, ce qui me rappelait effectivement les heures sombres de notre histoire, comme on dit. Je vois pas comment l'interpréter autrement. J'ai repensé à ma famille. Ma mère a disparu il y a pas longtemps cet été, et heureusement qu'elle a pas vu ça. Je sais qu'il y a une ambiance actuellement totalement délétère de ce point de vue-là, avec des actes, des intentions antisémites qui se sont multipliées depuis le 7 octobre. Moi, c'est la première fois que je suis confronté directement à ce problème. Voilà, propos recueillis par Caroline Baudry. Peut-être un mot, Rachel Kahn. On est tétanisé par ce qu'on voit. J'ai cette photo en face de moi. Oui. Je suis tétanisée. Que se passe-t-il? C'est-à-dire qu'on ne trouve même plus les mots, parce que alors forcément, le médecin... rappeler la mémoire de sa maman. Et c'est vrai que lorsqu'on a été heurté dans l'histoire, dans nos familles, par ce genre de tag qui rappelle la nuit de Cristal, et qu'on a cette génération de parents qui sont nés pendant la guerre, qui étaient enfants cachés, et qui ont vécu leur vie en France, justement dans une France sereine, démocratique, républicaine, et qu'aujourd'hui, et encore plus depuis le 7 octobre, il se passe ce genre de choses. J'ai une vive pensée pour le médecin, mais aussi pour tous nos aînés qui revoient en fait l'histoire ressurgir. Et un mot aussi de cette avenue de la République. Ça se passe avenue de la République. Notre République est malade. Et en général, lorsqu'un pays est malade, ça commence par les Juifs. Et là, on est dans un truc terrifiant. Finalement, vous parliez des réseaux sociaux, mais du hashtag au tag, jusque dans la rue, cette violence, cette intimidation. Et ce qui pèse aujourd'hui sur les Français juifs, c'est une horreur. Raphaël Steinville, évidemment, on est ému. Je vous remonte cette photo. Jude, donc, Jude écrit sur 2 mètres. Ce matin, avenue de la République à Paris. C'est vrai que c'est absolument atroce, et en même temps, je suis presque gêné de le dire, mais ce n'est même plus une surprise. On s'est habitué à cette explosion d'actes antisémites depuis le 7 octobre, et donc que de voir des murs dans Paris recouverts de ces insultes ou de ces menaces à l'égard de la communauté juive, en fait, on ne s'en étonne même plus. C'est ça qui est sidérant. Avec toujours quand même, parce qu'il faut rester prudent, on a vu au lendemain du 7 octobre que des murs avaient été également tagués, recouverts d'étoiles de David, et on avait appris plus tard qu'il s'agissait d'une manipulation, d'une ingérence de services russes. Donc il faut rester prudent à l'heure actuelle. Et pour autant, on ne peut rester indifférent à ce genre de... On ne peut pas laisser passer, Raphaël Steinville. C'est pour ça que j'en parle. Pardon, mais ça c'est inacceptable. Un soir de Shabbat en plus, parce que tout ça n'est pas fait n'importe quand. On ne peut pas laisser passer ça. Voilà. Un soir de Shabbat, au moment des fêtes de Soukhot, donc encore une fois, il y a une symbolique. Et par ailleurs, je suis d'accord avec vous sur la manipulation et les ingérences étrangères. Or là, ce docteur... il a une histoire juive, et que ça soit sur son mur, c'est véritablement la nuit de Cristal en 2024. C'est terrible. Et peut-être que nous ne sommes pas aidés non plus par nos politiques. Alors ça, c'est certain. Alors écoutez bien, pourquoi je dis ça? Je voudrais qu'on écoute les mots de Jean-Luc Mélenchon, Rachel Kahn et Raphaël Steinville. Jean-Luc Mélenchon, c'était hier, devant une foule rassemblée à Cahors. Il réagissait à la mort de Sinwar, le chef du Hamas, cerveau de l'attaque terroriste du 7 octobre. Écoutez ce qu'il disait. Tuer le chef du Hamas, c'est une erreur.
même si vous le haïssez, même s'il est le chef de vos adversaires. Parce que c'est avec lui qu'on était en train de négocier le retour des otages. Vous l'avez tué, il n'y a plus de négociation. Si vous êtes capable de tuer les gens un par un, pourquoi vous tuez tout le monde à Gaza? Comment ça se fait? Pourquoi? Ça ne tient pas debout. Je vais rajouter aussi qu'un élu du Doubs, déjà condamné en première instance pour apologie du terrorisme, a lui aussi salué le décès du chef du Hamas. Je ne vais pas citer son nom. Hein, il est conseiller municipal à Grand Charmont et il a tweeté « Un héros est mort ». Un héros est mort. Pardon, mais comment voulez-vous, effectivement, si on est... si certains Français entendent... et des Jean-Luc Mélenchon, on en reparlera, hein, et des Jean-Luc Mélenchon et certains élus tenir de tels propos. Comment fait-on pour éviter? Je remontre cette image avec écrit You2 en gros, avenue de la République à Paris. Oui, non, mais ils ouvrent la porte de la haine. Rachel Kahn. Ils ouvrent la porte de la haine, ils n'ont que la haine à la bouche. Ce discours de Jean-Luc Mélenchon, pour moi, il est obscène, il est pornographique. J'ai une vive pensée pour les familles d'otages, j'ai une vive pensée pour les personnes, notamment les Français qui sont morts de ce pogrom, victimes de ce pogrom. J'ai une vive pensée pour nos 2 otages qui sont encore dans les tunnels de Gaza, les 2 otages français pour tous, mais pour les 2 otages français particulièrement lorsqu'on entend un représentant de la République s'exprimer comme ça. C'est du terrorisme intellectuel, il est toujours dans cette logique d'inversement en fait des valeurs pour faire passer Israël pour le coupable, pour le génocidaire, pour le colon, pour le pays de l'apartheid. Et alors moi, il y a juste dans sa sémantique quelque chose qui me choque. Il dit si vous détestez cette personne, comme si lui ne la détestait pas, et par ailleurs il la traite de... Enfin, il le qualifie de négociateur et d'adversaire, sans jamais le qualifier d'ennemi, alors que Sinwar, c'est celui qui tue des Palestiniens, c'est celui qui est dans ses boucliers humains, c'est celui qui a tué les 6 otages dernièrement par vengeance et par inhumanité. Sinwar, c'est quelqu'un qui est inqualifiable de barbarie. Il n'y a même pas de mots pour qualifier ce qu'était Sinwar. Mais pour aller plus loin, c'est-à-dire que je pense que Sinwar, non seulement a le sang de ces Juifs qui ont été victimes de ce pogrom affreux le 7 octobre, mais il a aussi le sang de ces 40 000 Palestiniens qui aujourd'hui paient le prix de sa folie et de sa haine des Juifs. Ça, c'est une certitude. Et à travers les propos de Jean-Luc Mélenchon, qui sont une nouvelle fois révoltants, on ne peut que légitimement finalement se poser la question de la collusion quasiment de Jean-Luc Mélenchon avec des organisations terroristes. Très honnêtement, à mesure que l'on commande ces différentes déclarations depuis des mois, on ne peut que s'interroger sur la manière dont il veut instrumentaliser ses mouvements et ses militants, ou à l'inverse, comment lui-même est peut-être manipulé par des organisations qui ont vu à travers Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre de ses lieutenants des têtes de pont pour faire avancer les idées. Il faut quand même rappeler que en août dernier, c'était Rima Hassan qui manifestait en Jordanie à l'occasion d'un hommage à Ismaël Haniyeh, autre chef du Hamas, le chef politique du Hamas. Donc il y a quand même un écosystème qui est extrêmement troublant quand on met bout à bout toutes ces déclarations et ces manifestations. C'est très juste. Jean-Luc Mélenchon préfère cracher sur Israël. Il préfère cracher sur Israël, mettre une cible dans le dos des Juifs en France, plutôt que d'aider les Palestiniens, véritablement. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça va nous amener à cette enquête d'Emmanuel Razavi, je vous le disais, qui sera avec nous dans moins de 7 minutes maintenant, et qui explique en fait dans cette enquête comment le Parti communiste français a ouvert ses locaux à d'importantes personnalités qui sont liées à la République islamique d'Iran, et des membres de la France insoumise qui entretiennent des liens avérés avec des activistes palestiniens. Je résume la situation, évidemment, Emmanuel Razavi va nous en dire un peu plus, et il cite nommément 3 personnes, notamment de chez LFI, Thomas Porte, Ercilia Soudé et Rima Hassan. Voilà, qui sont soupçonnés d'entretenir des liens, de faire passer des messages. C'est-à-dire que la France serait, par certains biais, sous influence de l'Iran, enfin en tout cas de lobbying de l'Iran.
Rachel Kahn, c'est évidemment d'après l'enquête d'Emmanuel Razavi. Oui, de toute façon, on n'est effectivement pas surpris parce que il y a tellement de propos qui sont tout à fait compatibles, notamment avec la charte du Hamas et avec finalement les terroristes qui frappent la France. Et puis par ailleurs, ça fait un bon moment que ce terreau, cet entrisme est à l'œuvre en France via des associations culturelles, sportives, au sein des institutions. Et on voit bien que les différentes provocations et surtout leur manière de faire sur la forme, en étant mais totalement débridées, en étant complètement droit dans leurs bottes pour légitimer cette haine d'Israël, des Juifs, est totalement compatible avec les chartes des terroristes. Raphaël Steinville, juste avant évidemment d'écouter Emmanuel Razavi qui a mené cette enquête, qui est grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient, est-ce que vous êtes surpris d'abord, peut-être par la tonalité de cette enquête? Ouais. À vrai dire, pas du tout, ou plutôt j'y vois une confirmation de ce que un certain nombre de personnes avancent sans pouvoir absolument l'étayer. L'une des questions qui se pose à la lecture de cette enquête, c'est de savoir si ces députés, ces parlementaires que l'on vient de citer sont finalement les idiots utiles de ces organisations terroristes, ou si, au contraire, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon, qui est persuadé de pouvoir manipuler ces mouvements, ils sont dans une stratégie où, s'appuyant sur des minorités qu'ils présentent comme des victimes opprimées de partout à travers le monde, il voudrait finalement surfer sur la souffrance de ces peuples pour conquérir le pouvoir en 2027. Cette question, je pense elle n'est pas absolument tranchée. Je ne pense pas même que s'agissant de Rima Hassan, on puisse dire qu'elle soit une agent de la République islamique d'Iran. En revanche, ce qui est certain, c'est que la République islamique d'Iran a compris à quel point ils pouvaient se servir d'elle pour faire avancer leurs idées. Rima Hassan, justement, qui assistait donc le 10 mai, je prends des éléments de l'enquête. Je vais citer les 3 personnes avant d'entendre Emmanuel Razavi. Le 10 mai dernier, Rima Hassan assistait au forum social maghrébin qui s'appelle Maghreb Mashrek, qui se tenait à Tunis, auquel participaient des cadres du djihad islamique palestinien, une organisation terroriste appuyée par l'Iran. Il y avait aussi des représentants du Hamas. On va demander des explications, je le dis, je lis ce qu'il y a dans cette enquête. Le 9 novembre dernier, Ercilia Soudé, députée, conviait une militante palestinienne, membre du bureau politique du FPLP, à se rendre à la projection d'un documentaire dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, 24 heures avant que cette dernière, donc cette militante palestinienne, soit expulsée par les autorités françaises en direction du Caire. Thomas Porte, et ce sera le dernier, le 7 octobre dernier, député de la France Insoumise, se rendait donc au Proche-Orient pour y rencontrer l'un des dirigeants d'une ONG qui est proche du Hamas, visé par une enquête pour financement du terrorisme, association de malfaiteurs terroristes criminels et blanchiment aggravé. C'était 2 jours avant le 7 octobre. Vous vous rendez compte, 2 jours exactement, 2 jours avant le 7 octobre. On a du mal à comprendre déjà comment certaines militantes peuvent rentrer à l'Assemblée nationale. Exactement. Pardon, mais j'ai du mal à comprendre. Comment peuvent-ils être nos représentants ? Comment peuvent-ils être des représentants, donc ces personnes, nos élus de la République, qui sont censés nous protéger ? C'est-à-dire que la République est désarmée face à ça. Notre démocratie est désarmée face à ça. Et par ailleurs, lorsque nos fondamentaux, et notamment notre devise, liberté, égalité, fraternité, devient le cheval de Troie de ce terrorisme-là, c'est vraiment dangereux. Alors vous savez quoi, Rachel Kahn, Raphaël Steinville, on va recevoir dans quelques instants Emmanuel Razavi. On va lui poser les questions qui s'imposent, parce que c'est vrai que quand on lit cette enquête, les bras nous en tombent. Voilà, on va demander des précisions, et vous aussi, auditeurs d'Europe 1, pour essayer d'y voir plus clair. Il est 19h29 sur Europe 1.